Bonjour à tous, je vous demande donc d'accueillir l'équipe du film de Koreeda Hirokazu. En sachant donc, on a un petit peu changé l'ordre, je vous demande d'accueillir le comédien Daigo, le comédien Kuwaki Rimu, le compositeur Bando Yuta, la comédienne Ayase Haruka, et le réalisateur, le cinéaste, donc Koreeda Hirokazu. Et j'ai tout de suite une question pour Koreeda Hirokazu. Je voulais savoir qu'est-ce qui vous a mené à traiter un thème universel qui est l'enfance, le deuil, et le faire se confronter à un thème très actuel qui est l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui vous a mené à faire cette, cette connexion ? Tout d'abord, merci d'être rassemblés si nombreux aujourd'hui. Je suis très touchée. Pour ce qui est de l'intelligence artificielle, il se trouve que je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai entendu beaucoup de débats à ce sujet et il m'a semblé que le plus important, c'était sans doute le fait que malgré le progrès de la technologie, il faut continuer de s'interroger sur ce qui fait notre humanité. Et j'avais envie qu'après le film, le spectateur puisse faire ce chemin lui-même, et c'est pour ça que j'ai eu envie d'écrire cette histoire. Alors nous avons déjà une question, là-bas, s'il vous plaît. Vous venez d'évoquer l'intelligence artificielle. J'aimerais aussi interroger les comédiens à ce sujet. En tant que comédien, l'intelligence artificielle représente-t-il une menace à votre endroit? J'aurais aimé avoir un commentaire à ce sujet de votre part. Je ne sais pas. J'aimerais bien d'abord interroger l'intelligence artificielle pour savoir si, en interrogeant l'IA à la question « Qui est Daigo ?», je me demande ce qu'il répondrait. Est-ce que ce serait comédien? Est-ce que ce serait humoriste? Je ne sais pas. Pour l'instant, c'est à peu près toutes les questions que ça suscite en moi. Il y a beaucoup de choses que je trouve extrêmement pratiques du fait de l'apparition de l'intelligence artificielle. Et puis, je crois que ça permet aussi de s'interroger en effet sur qu'est-ce que c'est que d'être humain et se poser des questions, faire des détours. Je crois que c'est aussi ça, l'humanité, c'est avoir des doutes. Et je pense que ça, j'espère que ça ne disparaîtra pas, mais je suppose que ça ne disparaîtra pas. Non, effectivement, moi aussi, je souhaite vraiment que ces questionnements humains ne disparaissent pas. Et je crois que le personnage, justement, de la mère dit à son fils, tout en fabriquant des maquettes avec ses mains, elle dit justement, le plus intéressant dans la vie, c'est de se poser des questions. Merveilleux film, félicitations. Une question à Monsieur Koreeda et ensuite à Madame Haruka. Martin Heidegger
est à l'origine de cette idée d'une société technologique, et il dit l'être humain divisé est finalement contraint, enfermé dans une espèce de coquille qui n'est qu'un artefact, mais qu'après il devient autonome. Se pourrait-il que l'enfant androïde dans votre film ne soit pas vraiment l'enfant perdu ou un remplacement de l'enfant perdu, mais plutôt la forme ultime de l'oblivion technologique, de l'oubli, du manquement technologique? Est-ce que, au même moment, l'humanité pense avoir conquis sa propre mémoire et que c'est peut-être la forme ultime d'existence? Madame Haruka, quel a été votre ressenti, votre expérience dans cet univers si intime dans ce film? 手助けになるのか、手助けになるのではないかと思って夫婦はLe couple dans le film suppose que la technologie va les aider à surmonter la perte de leur fils. Pour préparer le film, j'ai fait beaucoup de recherches à ce sujet et j'ai eu des questionnements et des réponses assez différentes. Moi, je crois surtout que ce qui compte, c'est qu'une fois que l'humanoïde a disparu, il reste la voix de ce petit garçon humanoïde, il reste l'arbre qu'ils ont planté pour ce petit garçon. Et je crois que toutes ces traces assez tangibles de l'existence, mais aussi le souvenir que l'on garde des êtres perdus, est vraiment ce qui caractérise aussi la possibilité du deuil chez l'être humain. Ils auraient pu choisir finalement de rester tous vivre dans cette forêt. Ils ne le font pas. Et je crois que le fait qu'ils reviennent à leur quotidien, c'était aussi la possibilité pour eux, après avoir rencontré l'humanoïde, de le rencontrer et de se remettre de ce deuil. 私の役は自分の息子を失って Mon rôle, c'est celui d'une femme qui a perdu son fils et pour qui le temps s'est comme arrêté, qui n'est plus en phase avec ses sentiments, ses émotions et en particulier avec les émotions de son mari. Aussi, cet état dure depuis quelque temps. Et au départ, il y a effectivement l'arrivée de ce petit humanoïde chez eux qui va leur permettre, je crois, de se reconnecter l'un à l'autre. Et tout ce qu'ils gardaient, tout le déni qu'ils avaient parfois en eux, tous les sentiments contradictoires qu'ils gardaient pour eux et ne partageaient pas, le petit humanoïde leur apporte l'opportunité de se confronter à nouveau, de regarder en avant. Il y a beaucoup de déclics, à mon sens, qui peuvent le permettre. Parfois, on est très enfermé dans un schéma de pensée et par un incident ou une nouvelle perspective nous est apportée. Et je crois que ce petit humanoïde, qui n'est ni son fils, ni un vrai être vivant, va susciter en elle à la fois des questionnements, un sentiment de friction avec l'extérieur et en même temps lui apporter cette chance de pouvoir continuer à vivre. Et peut-être que l'intelligence artificielle peut nous permettre ça, peut-être que ce film peut nous permettre ça, de nous interroger sur notre propre rapport au monde. Une autre question? Oui, bonjour, c'est Mimosa Kuchli, c'est la presse albanaise. J'ai vu hier le film et j'ai apprécié.
Félicitations. Ce que j'ai marqué, c'est que même maintenant, on parle de relations parents-enfants, mais moi, ce que j'ai vu, c'était les relations entre le couple, dans le couple. Donc, je n'ai pas vu de la tendresse entre les deux. J'ai l'impression, ou je ne sais pas, peut-être je me trompe, que vous parlez d'une institution maintenant, donc c'est un mariage, c'est déjà fait, donc, mais on ne voit pas cette tendresse entre tous les deux. Je ne parle pas des scènes lourdes, etc., mais quand même, je ne l'ai pas trouvé ça, ce que j'ai trouvé chez la maman vers l'enfant robot ou, disons, le monsieur-papa vers l'enfant. Est-ce que ça, c'est un système d'alarme pour la société japonaise? Est-ce que c'est juste un point de vue de réalisateur? Donc, merci. そんなことはないんですけど、親密さというのをどういうふうに描くかというのは、作家によって違う。Décrire l'intimité, c'est assez difficile et surtout chaque réalisateur, chaque auteur peut le faire d'une façon différente. Je crois que pour ce couple, en l'occurrence, il fallait comprendre que depuis 2 ans, le temps s'était comme arrêté pour eux. Mais quand on voit, quand le mari regarde les photos de sa femme avant la mort de leur fils et quand il la voit sourire, on comprend qu'à ce moment-là, le mari a accepté d'accueillir ce petit être artificiel pour pouvoir revoir à nouveau le sourire de sa femme. Et la puissance pour moi de ce couple et le fait que je m'attarde sur cette histoire de couple, alors qu'au départ je pensais plutôt faire une histoire de famille, je le dois beaucoup aussi à mes comédiens qui ont été extrêmement talentueux, qui m'ont donné beaucoup sur le plateau. Et on peut supposer que le temps du couple, le temps commun pour ce couple, va se remettre à évoluer à partir du moment où ils reviendront de cette forêt tous les deux. Oui, on sent que le couple fait un chemin l'un vers l'autre grâce justement à la venue de cet enfant. En tout cas, moi, j'ai ressenti comme ça très, très fortement. On sent qu'ils sont prêts à nouveau se retrouver, mais pour ça, il faut que quelque chose se passe et quelque chose qui soit extérieur. Mais ce sont des ressentis, effectivement. Et on va trouver une autre question. Là, excusez-moi. Yes, Diane Carson, Bonjour, the Diane Alliance Carson. of Women Film Journalists, and in the film, the mother Dans is a le very film, creative la mère architect est and une also architecte pleine de nurtures nature créativité extremely well. et elle est très proche I'm de la wondering if you nature. meant Je me that as a counter to demandais what si AI c'est cannot achieve. pensé comme un contrepoids par rapport à ce que l'IA ne peut pas faire. Si j'ai voulu qu'elle soit architecte, quand j'y réfléchis rétrospectivement, c'est parce que je voulais pouvoir exprimer toute la créativité, toute l'intelligence des arbres et de la forêt. J'ai lu un ouvrage à ce sujet sur la possibilité de connexion entre les arbres et ça m'a beaucoup stimulée. Je me suis dit que si l'être humain pouvait avoir, ou peut-être l'a-t-il eu à un moment, mais s'il avait pu avoir cette capacité à se connecter aux autres, ce système de connexion, je me suis dit que ce serait formidable. Et puis il y avait aussi l'idée que l'enfant un jour quitte le nid familial et qu'il part lui-même s'enraciner ailleurs. Et j'aimais l'idée en fait de cette connexion entre le parcours peut-être humain, le système humain, la façon dont on se connecte les uns aux autres et la façon dont les arbres se connectent entre eux. La façon dont on voit peut-être ces questions-là,
l'aspect peut-être sacré que l'on peut ressentir dans la nature, il est très variable aussi de la façon dont on conçoit la relation aux autres, comment l'on vit finalement le départ d'un enfant, par exemple. Et je crois que j'avais envie qu'elle soit architecte pour qu'elle puisse aussi être en lien avec les arbres, avec la forêt et avec ces éléments, sachant que j'avais envie de faire le parallèle justement entre les arbres et les humains. Moi, j'ai une question pour vous, Koreeda. これは私からの Comment avez-vous réfléchi aux qualités de cet enfant robot, puisqu'il ne connaît pas la peur, il ne connaît pas la douleur, ni la honte, mais en revanche, il est capable d'empathie et il y a une évolution. C'est-à-dire que c'est une chose, un être-chose qui évolue. Et évidemment, qui ont dit très très long sur l'impact qu'il va avoir sur tous les êtres humains autour de lui. Comment vous avez construit ce personnage et même ce personnage unique? そうですね。生成 AI を使って死者を蘇らせるビジネスに取り組んでいるという起業家の方がいて、qu'il y a des entrepreneurs, un en Chine notamment, qui travaillent sur l'intelligence artificielle et la possibilité de faire renaître des êtres disparus grâce à l'intelligence artificielle. それが過去だけではなくて新しく Et c'est donc la possibilité non seulement de reconnecter avec l'être disparu grâce à des archives, mais aussi de pouvoir avoir de nouvelles conversations avec cet être disparu. Une projection possible dans l'avenir avec un être disparu. Et je me suis demandé si une question éthique, morale s'est posée à moi. Je me suis demandé si les êtres vivants, encore en vie, étaient vraiment en droit de manipuler de cette manière-là, de se servir de la mémoire des êtres disparus. Et j'ai eu envie que ça puisse être un des axes du film. Et donc, ça m'intéressait que ce petit garçon échappe un peu à ce qui avait été programmé en lui. Ils ont apporté des éléments pour nourrir la mémoire de ce petit être et finalement ils sont parfois surpris de voir qu'il ne réagit pas ou qu'il a plus de connaissances que ce qu'il est censé avoir. Et je crois que ça c'est la même chose dans notre relation aux enfants quand on les élève nous-mêmes et quand bien même ils ne seraient pas de l'intelligence artificielle. Et donc j'aurais une question pour le jeune comédien Kouaki Rimou. Justement, comment vous avez travaillé? Comment vous avez travaillé avec Koreeda? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Comment vous êtes senti que vous deviez marcher peut-être d'une façon particulière ou dire vos dialogues? Comment vous avez travaillé avec Koreeda pour incarner ce personnage? Il ne m'a pas vraiment donné d'indication. Il m'a dit d'être moi-même. Il m'a dit, tu peux rester tel que tu es. Et justement, de ne pas forcément parler d'une manière particulière. Donc, il ne m'a pas donné beaucoup d'indications. Et qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez joué ce petit garçon? Qu'est-ce que vous avez fait vos jeux? Vous avez ressenti quoi? C'est une question difficile d'interpréter un robot.
Je ne sais pas quoi répondre. Eh bien, ça ne fait rien. Le film est là et c'est tout ce qui compte. Et vous, Koreeda, comment avez-vous justement travaillé avec un enfant, puisque vous êtes un grand cinéaste de l'enfance, comme Truffaut l'a été? Comment vous avez justement travaillé avec ce très jeune garçon? Dès que je l'ai rencontré en casting, j'ai instinctivement su que ce serait lui. Mais je sais aussi que en casting, il peut y avoir des variations, des hauts et des bas dans ce que les enfants nous présentent. Et donc, on s'est rencontrés plusieurs fois quand même avant que je le choisisse. Je lui ai dit parfois, voilà, essaye de faire comme si tu n'avais plus de batterie. Mais il y a des scènes, notamment la scène, par exemple, dans la salle de bain où son père est dans la baignoire. Et j'ai eu envie qu'on puisse jouer un morceau, une petite scénette autour de cette séquence pour vérifier aussi la compatibilité avec Daigo, qui allait jouer son père. Mais j'avais envie, dans tous les cas, qu'il puisse avoir l'air d'être une famille ordinaire. Et donc, je ne voulais pas, en effet, qu'il ait de caractéristiques particulières qui puissent lui donner l'air d'être très robotique ou automatique. Et je voulais justement qu'il y ait une projection possible, comme si c'était un vrai petit être humain. Et moi, j'ai une question aussi sur la musique pour Bando Yuta, parce que c'est un film qui dit des choses très importantes, très profondes, de façon très douce, mais aussi où il y a du danger, où il y a du mystère, et il faut incarner tout ça, notamment grâce à la bande originale, grâce à la musique. Comment avez-vous travaillé ça? Quels sentiments avez-vous partagé avec Koreeda? Qu'est-ce que vous êtes dit? Et comment vous la qualifieriez, votre musique sur ce film? Avec Monsieur Koreeda, c'est le premier film, la première bande originale que je compose pour lui, bien que nous ayons des projets ensemble par ailleurs. Mais j'ai d'abord commencé par lire le scénario. Je suis aussi allée sur le plateau pour aller voir une séquence notamment où Haruka Ayase et où Limu jouaient une séquence ensemble. Et comme je savais que Monsieur Koreeda montait en même temps qu'il tournait, j'ai commencé à composer moi aussi en même temps que le tournage se poursuivait. Et donc je savais aussi, en ayant parlé avec Monsieur Koreeda, que la trame principale c'était effectivement ce couple qui essaye de se remettre du deuil de son fils grâce à l'arrivée d'un petit humanoïde. Et je savais aussi que ça questionnait sur le rapport entre l'intelligence artificielle et l'être humain, entre la nature et l'être humain. Et je ne voulais pas que la musique en dise trop, prenne trop de place. Et j'ai assez vite compris que ce serait assez difficile de trouver le bon équilibre. Nous avons vraiment énormément échangé avec Monsieur Koreeda. Mais en définitive, je pense que la musique du film est un outil qui permet de donner des indices aux spectateurs, de savoir peut-être que ce que les comédiens ou ce que le réalisateur essaye de dire à travers le film accompagne cette transmission-là.
Et comme je le disais tout à l'heure, il faut en dire un peu plus parfois que ce qu'il y a à l'image, et en même temps, il ne faut pas en dire trop. Et le dosage de ces émotions à travers la musique a été extrêmement difficile pour moi. Nous avons fait beaucoup d'essais. J'ai envoyé beaucoup de bandes démos avant qu'on puisse finalement enregistrer. Et donc, la communication a vraiment été très centrale dans notre collaboration. Et c'est vraiment une très belle expérience pour moi d'avoir pu travailler de façon associée aussi activement avec le réalisateur. Une autre question. 映画コムの佐藤栗子と申します。2つ質問があります。J'ai deux questions. La première est pour Ayase Haruka et l'autre pour Monsieur Koreeda. Madame Ayase, vous avez déjà travaillé avec Monsieur Koreeda. Vous êtes revenu à nouveau dans la famille Koreeda. Et je voulais savoir si vous aviez découvert quelque chose de nouveau cette fois-ci. Est-ce que vous avez eu des surprises, des choses que vous n'aviez pas expérimentées lors du premier tournage et que vous avez découvertes pour ce tournage-ci dans votre travail avec lui. Pour ce film-ci, Monsieur Koreeda, vous avez signé un scénario original et vous évoquez effectivement la question de l'IA. Je trouve qu'au Japon, on a tendance à être extrêmement favorable, positif et assez unanimement enthousiaste à l'endroit de l'intelligence artificielle. Mais je me demande un peu comment est-ce que vous ressentez une forme de risque ou peut-être une menace de cette intelligence artificielle. Qu'est-ce qui vous a incité finalement à faire un film sur ce sujet-là alors que vous vivez dans un pays qui globalement est plutôt favorable à l'intelligence artificielle? Monsieur Koreeda a toujours été quelqu'un d'extrêmement serein et j'ai eu l'impression qu'il l'était d'autant plus cette fois-ci. Il y a une atmosphère extrêmement douce sur les tournages de Koreeda. Bien sûr, tout le monde est concentré, mais il nous permet vraiment de pouvoir entrer dans le jeu de façon très douce et progressive. Et c'est quelqu'un qui privilégie énormément l'atmosphère de détente et je crois vraiment que sa façon de travailler et qui consiste à tourner la journée, à monter le soir et parfois à modifier le plan de travail du lendemain en fonction de ce qu'il a monté la veille. Ça permet d'enrichir le scénario ou de rediriger un peu une séquence, une direction pour chacun des personnages. Et je trouve que cette évolution quotidienne, cette adaptation quotidienne, j'en suis très admirative parce que je sais qu'il est déjà très fatigué après une journée de tournage et pourtant le soir il rentre, il monte, il réécrit et il nous permet de rester tous extrêmement impliqués. C'est quelqu'un d'extrêmement gentil. Je suppose que lui, d'être sous pression en permanence, ça doit lui arriver de se sentir un peu acculé ou débordé. Mais parfois, j'en viens à me demander s'il n'est pas surhumain, tellement il ne le fait pas ressentir à son équipe. Merci beaucoup. Je crois que c'est l'expérience qui fait que, quoi qu'il arrive, j'arrive à rester à peu près calme et serein. De mon côté, je suis restée très analogique
parce que j'écris encore mes scénarios à la main et je tape sur mon téléphone avec un seul doigt. Et j'essaye aussi toujours de faire mes films en pellicule. Je suppose que l'inquiétude, c'est peut-être qu'il y ait une forme d'uniformisation du fait de l'avancée de la technologie. Moi, c'est simplement que j'ai besoin de me servir de mes mains pour que ma créativité soit stimulée. C'est peut-être un a priori que j'ai sur moi, mais j'ai l'impression que j'ai besoin de mobiliser vraiment mon corps pour pouvoir créer. Et j'ai lu pour préparer ce film un ouvrage de l'architecte Nishizawa Ryuei et il était question justement de l'importance de travailler soi-même, de fabriquer soi-même les maquettes et de ne jamais considérer que le processus de création, toutes les étapes qui nous permettent ensuite d'obtenir un résultat, une œuvre, ne devaient surtout pas être négligées. Et j'ai vraiment le sentiment que c'est la même chose dans le cinéma. Il faut bien sûr pouvoir gagner en productivité de façon à ne pas devoir travailler trop longtemps, de pouvoir s'économiser physiquement aussi, mais il y a aussi des choses qui ne naissent que sur le moment, dans l'instant, des petits miracles qui se produisent toujours dans ces étapes de création. Et moi, c'est vraiment ce que je recherche à chaque fois que je fais un film. En tant qu'être humain. Moi, j'ai une question pour Daigo. Parce que vous êtes impressionnant dans le film, dans le rôle de ce père. Il y a des grands films autour des mères, c'est un très grand thème cinématographique. Les pères sont souvent plus secrets. Et vous, votre personnage, il évolue beaucoup, il accepte beaucoup. En tout cas, il est toujours, on a la sensation, la façon dont vous l'interprétez, qu'on se demande toujours ce qu'il doit accepter, jusqu'où il doit aller pour continuer à vivre, pour essayer de comprendre ce qui se passe dans cette histoire de la venue de cet enfant, et ce qu'il doit accepter ou pas, ce qu'il doit contenir comme colère, comme chagrin. Donc c'est un très grand rôle que vous jouez d'une manière vraiment impressionnante. Et je voulais savoir justement, parlez-nous de ce personnage, comment vous l'avez-vous vécu, comment vous l'avez, la façon dont vous l'avez interprété, entre calme et par moments aussi une colère, en tout cas, et du chagrin bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça, parce que c'est vraiment très impressionnant dans le film. Merci beaucoup pour ces compliments. Mais pour être honnête, je n'ai pas tellement réfléchi, je n'ai pas intellectualisé. J'ai essayé de réagir à ce que j'avais face à moi. Quand il était mignon, je me laissais attendrir. Et je crois que j'ai vraiment joué de façon assez spontanée, sans me creuser vraiment les méninges. Et parfois, je me disais simplement, ok, il est mignon, mais ça reste un robot. Je crois que je ne me suis pas tellement compliqué la tâche. Je me suis contentée de réagir très sincèrement et très spontanément à ce qui se passait devant moi, sous mes yeux. Donc je suis très heureux que ça vous ait fait bonne impression. Oui, c'est une très bonne méthode, ça marche bien visiblement. On a une autre question. Bonjour.
Je vais poser ma question en japonais. Tout d'abord, j'aimerais interroger Monsieur Koreeda et les comédiens. Monsieur Koreeda, en dehors de l'intrigue principale, il y a cette intrigue un peu secondaire d'enfants qui disparaissent. Et je me suis imaginé le joueur de flûte de Pan, je crois, avec tous ces enfants qui suivent quelqu'un pour une raison assez obscure. Et je voulais savoir pourquoi est-ce que vous aviez imaginé ces enfants dont on ignore finalement comment ils sont morts, pour ceux qui sont devenus des humanoïdes. Est-ce qu'il y avait plus d'explications à l'écriture du scénario et que vous avez coupé au montage? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette intrigue? Et pour mademoiselle Ayase Haruka, l'intrigue se déroule à Kamakura et on sait que le personnage vient de Hiroshima. Comment ces deux personnages, l'un qui vient plutôt de la région du Kansai et l'autre de Hiroshima, comment ces deux personnes se sont rencontrées, le mari et la femme? Est-ce que, Monsieur Koreeda, vous avez donné des éléments sur la vie du couple avant qu'ils se marient, comment ils se sont rencontrés? Vous avez-il donné une biographie des personnages pour pouvoir vous préparer au rôle? 子供たちね、捨てられあの森に私たちは入れないんだけど、あそこにいるのはその捨てられたヒューマノイドと捨てられた、もしくは自分の意思で親元を離れた人間たちっていう、そういうつもりで考えてました。それが私たちを見返すっていう。Désolé, dans cette forêt dans laquelle nous ne pouvons pas entrer, ces enfants se réunissent, certains sont des humanoïdes qui ont été abandonnés par leurs propriétaires et d'autres finalement sont peut-être des enfants qui ont choisi de quitter leurs parents. Et je crois que l'avantage d'avoir pu réunir ces enfants, ça permet de donner peut-être un échantillon et surtout de donner un second entourage à Kakeru, dont on suppose qu'il a été assassiné. Or, ces enfants, à un moment, je me suis dit qu'ils pourraient peut-être mener l'enquête sur la mort de Kakeru, sur qui l'avait tué, qu'ils auraient pu se mobiliser pour résoudre cette énigme. Et en même temps, je trouvais que plutôt que d'éclaircir, d'élucider ce mystère de la mort de Kakeru, j'avais envie plutôt de me concentrer sur le travail de deuil de ses parents. Et c'est pour ça que finalement, je ne me suis pas tant attardée sur la question des enfants et que je me suis refocalisée sur le couple. Il y a effectivement parmi cette troupe d'enfants des enfants qui ont été maltraités, des humanoïdes dont les parents ont mis un terme au contrat et qui se retrouvent livrés à eux-mêmes. 私たちのなんか監督からまず大吾さんもいただいたね監督が Nous avons reçu de Monsieur Koreeda こういう感じで母とは折り合いが悪くて早く実家から出たくてこうしたんですねでケンちゃんとはune forme de fiche biographique concernant chacun des personnages. Pour moi, par exemple, il était indiqué que j'avais de mauvaises relations avec ma mère et je crois que la rencontre avec le mari n'était pas tant un amour passionnel qu'une proposition. L'homme lui dit « Tiens, on pourrait se marier, non ?» Et moi, je répondais « Pourquoi pas ?»
それをどう2人に納得してもらうかを考えるときにどう出会ってどっちがどう Et après, moi, de mon côté, il a fallu que j'imagine effectivement la façon dont les deux personnes se rencontrent. Il fallait qu'on puisse, voilà, que chacun qui interprète le rôle puisse être convaincu un peu de la façon dont ils se rencontraient. Donc il a fallu quand même que je leur donne des éléments à ce niveau-là pour qu'ils puissent être convaincus eux-mêmes de ce qu'ils allaient jouer et de leur mariage. Effectivement, le personnage d'Otone, qui est interprété par Haruka Ayase, n'a qu'une envie, c'est de quitter sa mère. Et à ce moment-là de son parcours, elle tombe sur cet homme. Et cet homme, en gros, elle se dit « Allez, pourquoi pas ?» Cet homme l'incite, lui propose de se marier avec elle. Et elle répond presque, peut-être un peu à la légère, en lui disant « Ah oui, pourquoi pas ?» Je crois que Daigo, peut-être, il n'en a pas vraiment conscience. Lui, il est persuadé que peut-être elle était vraiment extrêmement enthousiaste à l'idée de ce mariage. Et moi, je l'ai interprété comme ça. Mais c'est quand même un couple où on se dit « Ah oui, ça existe, les couples comme ça. » Et moi, j'avais le sentiment, en tout cas, que c'était crédible, oui. Eh bien, ça va être la fin de cette conférence de presse sur ce film passionnant qui nous dit aussi qu'il ne faut pas avoir peur de l'avenir, en tout cas qu'il y a des possibilités, et ça c'est vraiment extraordinaire, c'est ça les grands films pour moi en tout cas. Donc je remercie beaucoup toute l'équipe, merci beaucoup. Merci à vous aussi d'être venus.